Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Caméra Mosaïque sur MCTV ici à Boston. Nous allons parler bien sûr des élections présidentielles en France dont le premier tour est prévu pour ce 10 avril. Notre invité est le docteur Étienne Schmitt, professeur de sciences politiques à l'Université Concordia à Montréal, au Canada. Il est un spécialiste des questions de l'Union européenne, de l'Allemagne et de la France en particulier. En effet, selon les derniers sondages publiés ce 31 mars, 3 candidats prennent le large. 2 d'entre eux devraient se retrouver face à face au second tour le 24 avril prochain. C'est d'abord le président sortant Emmanuel Macron de la République en marche avec 28% des intentions de vote, Marine Le Pen du Rassemblement national avec 21% et Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise qui définitivement prend de la hauteur dans les sondages avec un score de 15,5%. Professeur Étienne Schmitt, est-ce que d'après les résultats de ce dernier sondage, on peut parler d'un nouveau paysage politique en France? Pas vraiment nouveau parce qu'on a l'impression qu'on refait le match de la dernière élection avec Emmanuel Macron qui est en tête des sondages, suivi de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Plus ou moins en même proportion en fait. Donc tout ce qui a changé, c'est l'apparition d'Éric Zemmour, mais il s'avère que la tendance le met maintenant assez bas dans les sondages. Et la candidate de droite, Valérie Pécresse, fait à peu près un score comparable, si on additionne son score et celui d'Éric Zemmour, à ce que faisait François Fillon. Donc non, il n'y a pas nécessairement de bouleversement, on est un peu dans la même dynamique que le dernier scrutin. Professeur Schmitt, si l'on analyse les résultats du second tour des élections présidentielles en France au cours de ces 20 dernières années, en 2002, Jean-Marie Le Pen, leader du parti Front National, se retrouvait donc au deuxième tour face à Jacques Chirac. En 2017, sa fille Marine Le Pen était face à Emmanuel Macron. Et puis, je dirais, le 24 avril prochain, il est fort probable que Marine Le Pen, candidate d'un parti de l'extrême droite, face à Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut dire en France, on assiste au cours de ces 20 dernières années à la disparition progressive des grands partis de droite et de gauche? 2002, pas vraiment. En fait, 2002, ça a été c'est surtout marqué par l'échec de Lionel Jospin de rassembler la gauche, et ça se traduit par sa disqualification, alors que les sondages le donnaient archi favori contre Jacques Chirac. C'est peut-être plus un échec de la stratégie de la gauche que la disparition des partis. C'est plutôt vraiment en 2017 avec l'apparition d'Emmanuel Macron et puis maintenant d'Éric Zemmour qui bouleverse les cadres partisans habituels, qu'il y a cette reformation. Et c'est quand même intéressant de constater que c'est vrai pour la présidentielle, mais c'est moins vrai pour les élections locales, comme les élections municipales, les élections régionales, les élections européennes, où les vieux partis, entre guillemets, les anciens partis, les partis socialistes et les républicains, réalisent quand même de très bons scores. Jean-Luc Mélenchon, leader très clivant de la France insoumise, certes, mais il monte, il grimpe dans les sondages, je dirais, à la vitesse grand V, se plaçant derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Qu'est-ce qui explique le succès de Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qui le différencie véritablement de la gauche traditionnelle du PS? En fait, ce qui le différencie, c'est surtout sa position sur l'Europe. Jean-Luc Mélenchon est un eurosceptique. Quand le Parti socialiste est vraiment européiste,
De même, Jean-Luc Mélenchon a toujours dit, et on peut lui reconnaître cette cohérence, de vouloir faire des réformes qui sont des réformes drastiques, massives, qui visent clairement l'ordre capitaliste. Donc il a vraiment une rhétorique qui est une rhétorique ancrée à gauche, lorsque le Parti socialiste a plus finalement adhéré à l'économie de marché. Une autre branche de la gauche française, Europe Écologie Les Verts, représentée par Yannick Jadot, n'arrive pas à faire recette dans l'opinion. Pourtant, les idées véhiculées par ce parti sont très populaires en France à cause de la prise de conscience des enjeux liés aux problèmes de l'environnement. Professeur Schmitt, pourquoi Yannick Jadot n'arrive pas à capter cette frange spéciale de l'électorat jeune en France? Pour deux raisons essentielles. C'est la montée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages s'explique parce qu'en fait les électeurs de gauche commencent à s'inquiéter. Ils s'inquiètent de voir un duel Macron-Le Pen et ils font finalement une forme de vote utile. Et Yannick Jadot n'arrive pas à avoir ce vote utile en sa faveur puisque c'est quelqu'un qui demeure, même s'il est connu dans l'opinion publique, mais pas comme Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas la même réputation. Il n'est pas aussi connu que Jean-Luc Mélenchon. Et puis aussi, Écologie Les Verts, même si ce parti a gagné des municipalités importantes comme Strasbourg, comme Grenoble, ça reste en fait un parti qui a peu d'expérience au niveau national. Et le scrutin présidentiel est vraiment un scrutin national. Donc, ceci peut expliquer finalement que quelqu'un comme Yannick Jadot, même s'il est porteur d'un mouvement, l'électeur qui se veut un peu plus rationnel et aussi la popularité aille un peu contre lui. Dans le camp du Parti socialiste, c'est véritablement la catastrophe après la primaire populaire qui a tourné presque au fiasco. Christine Taubira l'a remporté, mais n'a pas obtenu les 500 voix de parrainage pour être sur la liste des candidats à cette présidentielle, ce premier tour, le 10 avril prochain. Qu'est-ce qui se passe véritablement du côté du Parti socialiste, professeur Étienne Schmitt? La primaire populaire, c'est pas une initiative du Parti socialiste, c'est une initiative associative. Et oui, ça a tourné presque au fiasco dans la mesure où même s'il y a eu à peu près 400 000 personnes qui ont voté, ce qui est une initiative honorable, et 400 000 c'est quand même pas mal. Finalement, la primaire populaire est allée à l'encontre de son propre vote et a donné finalement son soutien à Jean-Luc Mélenchon, alors que juste après Christine Taubira, c'était Yannick Jadot qui était plébiscité. Donc, il y a un fiasco de cette initiative en tant que telle. Pour ce qui est de Christine Taubira, je pense qu'elle s'y est pris assez tard et surtout, elle n'a pas reçu le soutien de justement ces vieux partis, comme le Parti socialiste, ni même le Parti radical de gauche, qui est son parti d'origine, qui aurait pu en fait faire ce travail militant d'aller chercher les parrainages. Elle y allait un peu seule, elle a essayé de faire comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire de disrupter la campagne présidentielle, mais elle n'y est pas parvenue. Donc, elle a peut-être manqué finalement au niveau de ses équipes d'avoir assez de soutien pour recueillir ces 500 parrainages. Pour sa part, la maire de Paris, Anne Hidalgo, candidate du PS au premier tour de cette présidentielle, a véritablement du mal à convaincre même les adhérents de ce parti. À moins de 2 semaines du premier tour, elle plafonne à 2,5% dans les sondages. Comment vous analysez, professeur Schmitt, la prestation d'Anne Hidalgo au cours de cette campagne? Est-ce qu'elle est victime tout simplement de la décadence du PS qui se cherche un leader? Elle est à la fois victime de la décadence du Parti socialiste et elle crée finalement aussi son propre malheur.
Bon, en clair, c'est pas Anne Hidalgo à qui incombe totalement l'échec du Parti socialiste. Vous avez mentionné 2002, ça remonte plus ou moins là où il y a eu une forme de déclin et surtout en fait la présidence d'Hollande aura fait très mal au Parti socialiste. Mais Anne Hidalgo a fait une assez mauvaise campagne. Elle n'a pas réussi à rassembler, elle n'a pas réussi à parler, elle apparaît pas nécessairement très charismatique en face de gens comme Emmanuel Macron ou comme Jean-Luc Mélenchon. Et surtout, l'électeur du Parti socialiste, en ce moment, il est vraiment divisé entre un vote Macron pour faire barrage à l'extrême droite et un vote Jean-Luc Mélenchon pour représenter les idées de gauche. En clair, le problème d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle ne représente pas ni un barrage crédible à l'extrême droite, ni fondamentalement les idées de gauche. Est-ce qu'on peut dire que la campagne d'Anne Hidalgo a souffert quelque peu du peu de soutien que devraient lui apporter les grands ténors du PS? Bah, déjà, Ségolène Royal a soutenu Jean-Luc Mélenchon, donc on va dire ça va, c'est pas vraiment pour Anne Hidalgo. Euh, François Hollande a soutenu assez tardivement Anne Hidalgo, de même que Lionel Jospin, qui représente encore une figure totémique du Parti socialiste. Ben, en fait, ça s'explique parce qu'ils veulent pas trop être associés avec quelqu'un qui va perdre. Même si ce sont que ça soit pour Ségolène Royal, Lionel Jospin, François Hollande, ils sont en fin de carrière, ils n'ont pas grand-chose à prouver, mais associer leur nom avec quelqu'un qui fait pas l'unanimité, qui va certainement aller en dessous des 5%, c'est un peu honteux. À droite non plus, tout ne va pas pour le mieux. Valérie Pécresse, après avoir remporté, je dirais, haut la main, la primaire du parti LR, les Républicains, est en cinquième position dans les sondages, au-dessous de la barre des 10%. À quoi donc attribuer la mauvaise performance de Valérie Pécresse? Ben, en fait, Valérie Pécresse est quelqu'un qui a fait une campagne qui ne lui ressemble pas. Valérie Pécresse est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui appartient à cette droite libérale, modérée. Elle a fait une campagne en piochant dans les idées d'Éric Zemmour pour essayer de rattraper cet électorat qui est un électorat des classes aisées, qui vote Éric Zemmour par euh, avec une forme d'adhésion, certes, mais plus une adhésion de classe, si je puis dire. Et aussi, Emmanuel Macron, à la fin, a fait une campagne à droite. Il a eu un quinquennat très à droite. La plupart de ses ministres importants sont des ministres de droite. Donc, en fait, elle est concurrencée sur sa gauche par Emmanuel Macron et sur sa droite par Éric Zemmour. Elle n'a pas su trouver sa place. Puis aussi, au niveau de ses qualités personnelles, c'est une mauvaise oratrice. Ses discours n'attirent pas nécessairement les foules. Donc, résultat, ça fait en sorte que concurrencer sur les idées et avec assez peu de qualité pour être dans l'arène nationale, elle n'a pas réussi à sortir le nez hors de l'eau. Valérie Pécresse a pioché quelque peu à droite, particulièrement après avoir remporté la primaire LR. Mais est-ce qu'elle n'est pas obligée de faire campagne sur les idées de droite compte tenu de l'influence de l'un des majors du parti LR, Éric Ciotti? Bah, en fait, dans son équipe de campagne, Valérie Pécresse, elle n'est pas nécessairement entourée de gens très idéologues. Éric Ciotti a été quand même pas mal impliqué, donc il y a peut-être sa marque qui est là. D'après moi, ce sont des erreurs stratégiques qui ont été faites de la part des Républicains, pensant nécessairement que l'électorat se trouvait du côté de la droite radicale. En fait, ils ont essayé de faire comme Nicolas Sarkozy, sans le succès de Nicolas Sarkozy. À l'extrême droite de l'échiquier politique en France, tout semble être clair.
Marine Le Pen, après avoir été secouée au début de cette campagne par le phénomène Éric Zemmour, revient en force en occupant la seconde place dans les sondages. En dépit des problèmes internes au sein du Rassemblement national, Marine Le Pen arrive à tenir le cap. Comment expliquer le succès de Marine Le Pen au cours de ces derniers moments du premier tour de la campagne électorale, professeur Étienne Schmitt? J'ai allé à contre-courant de certaines idées reçues, mais je pense qu'en fait, Éric Zemmour a beaucoup joué pour créer le succès de Marine Le Pen. Je m'explique. En fait, Éric Zemmour est arrivé avec un programme bien plus radical que Marine Le Pen, ce qui en fait crédibilisé la dédiabolisation qu'elle fait depuis qu'elle est présidente du Front National, enfin devenue Rassemblement National entre-temps. Et ce qu'il y a, c'est aussi Éric Zemmour a été éclaboussé par la guerre en Ukraine et surtout la polémique autour de son soutien apporté à Vladimir Poutine, ce qui a permis de quelque part disculper Marine Le Pen, alors que Marine Le Pen s'est toujours affichée très proche de Vladimir Poutine. Donc en clair, il a joué un rôle d'épouvantail qui lui est bénéfique. Et si je m'en tiens au dernier sondage que j'ai pu lire aujourd'hui, hier, elle est quasiment à égalité avec Emmanuel Macron pour le second tour. Donc, quelque part, même si elle a été un peu inquiète, mais d'ailleurs, pendant la campagne, finalement, Marine Le Pen a très très peu attaqué Éric Zemmour. Très très peu. Donc, je dirais pas que l'un a joué pour l'autre, mais on va dire qu'elle a été fine tacticienne, alors qu'Éric Zemmour ne l'a pas nécessairement été. En parlant d'Éric Zemmour, il a été incontestablement le leader phare de la campagne électorale en France pour l'année 2022. Professeur Schmitt, comment expliquer le succès remporté au cours de cette campagne par ce candidat véritablement atypique? En fait, Éric Zemmour, ça fait des décennies qu'il parle aux Français quasiment tous les soirs, qu'il est dans des émissions de variété, qu'il publie, qu'il est lu, qu'il a sa tribune dans le Figaro Magazine, donc c'est pas un inconnu. Euh, Son lancement en politique s'explique aussi parce qu'il y a une place qui a été laissée à la droite de Marine Le Pen, justement par cette stratégie de dédiabolisation engagée par elle. Et puis finalement, Éric Zemmour, il a un discours radical, mais j'allais dire, il est aussi radical que pouvait être celui de Jean-Marie Le Pen. Donc, il essaye de faire quelque chose qui est l'union des droites, enfin de la droite très conservatrice et de l'extrême droite. Il a eu des soutiens importants, mais ça ne se traduira pas nécessairement en vote, parce que, encore une fois, l'électeur et l'électrice, des fois, fait un choix un peu plus rationnel. Et rationnellement, tout le monde, même certaines personnes qui adhèrent à son discours, craignent un peu les conséquences de son élection. Peut-être qu'il a besoin d'avoir un peu plus de maturité politique et justement quitter son rôle de polémiste pour pouvoir espérer être élu. Mais voilà, c'est un succès qui s'explique grâce aux médias principalement. Professeur Étienne Schmitt, si l'on additionne les scores des candidats de l'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est plus de 31% de l'électorat français. Est-ce que la France tourne à droite? Oui, clairement, clairement. Et si on ajoute le score de Valérie Pécresse, Dupont-Aignan, et puis même d'Emmanuel Macron, qui a eu une politique très à droite, à la fin, c'est quasiment 75% de la France qui est à droite. Donc oui, il y a la droitisation de l'opinion s'est créée avec des théories qui sont des théories extrêmes, pas seulement une droite libérale et républicaine. 30% d'extrême droite, c'est quand même très fort. Définitivement, on peut parler de ça, et puis c'est un phénomène qui est acté depuis longtemps.
le succès de certaines chaînes d'infos continues comme CNews, qui est aussi extrêmement droitisé, l'explique plutôt bien. En novembre 2019, la crise des Gilets jaunes visant initialement la hausse des taxes sur les carburants a failli en quelque sorte avoir raison du quinquennat d'Emmanuel Macron. Puis arrive le Covid. Cette pandémie, et professeur Schmitt, a-t-elle sauvé la présidence d'Emmanuel Macron? À chaque fois qu'il y a une crise, et la Covid comme celle de la guerre en Ukraine, il y a cet effet drapeau où la plupart des gens ont, par conservation, par inquiétude, se rapprochent et adhèrent un peu plus aux institutions. Dire que ça a sauvé, c'est un grand mot. On va dire que ça a permis finalement de le recrédibiliser comme chef d'État. Maintenant, faut voir, parce que l'élection présidentielle, c'est quelque chose, mais il lui faudra aussi avoir... il y a un troisième tour, quelque part, qui seront les élections législatives, donc il lui faudra avoir une majorité s'il veut espérer faire ses réformes. Moi, ce que je vois, c'est ça a permis finalement à Emmanuel Macron de renforcer cette ambivalence qu'il a pour un libéral qui est son côté assez autoritaire. Et donc, oui, ça le crédibilise, mais ça le crédibilise à droite et non pas à gauche, alors qu'il s'était présenté comme quelqu'un ni de gauche ni de droite, un progressiste. Et finalement, il a eu un quinquennat très à droite. Professeur Étienne Schmitt, avant de mettre un terme à cette émission, j'aimerais avoir votre opinion sur ces deux chiffres que révèlent les derniers sondages sur le premier tour de la campagne électorale en France. 7 Français sur 10 pensent que la société française est injuste. 4 Français sur 10 n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Est-ce que Emmanuel Macron a à s'inquiéter, particulièrement au second tour, en analysant les résultats de ces sondages? Je pense qu'il a à s'inquiéter de ces chiffres. Encore une fois, il a été élu sur un discours progressiste, ni de gauche ni de droite. C'en est fini de l'ancienne classe politique. Il a fait une politique très à droite pour les plus puissants, pour les plus riches, creusant les écarts avec les pauvres. Le mouvement des Gilets jaunes aurait dû être une première alarme. À ce que j'en crois de son programme, il ne l'a pas vraiment entendu. Il risque d'être élu contre Marine Le Pen, mais pas nécessairement avec le même écart qu'en 2017, avec un écart bien plus faible. Il devrait faire attention. Pour terminer, professeur Étienne Schmitt, est-ce que le Covid-19, la guerre en Ukraine, ont privé les Français d'une vraie campagne électorale en 2022? Oui, on le voit plus ou moins. Il y a un fort désintérêt au niveau de la campagne. Il y a les sondeurs estiment que le taux d'abstention sera peut-être l'un des plus importants de l'histoire de la Ve République. Donc voilà, c'est certain que ces phénomènes ont joué contre un débat qui aurait pu être un débat un peu plus pacifié, bien plus républicain, avec un président qui se préoccupe peut-être plus de la campagne que justifier son absence par les affaires du monde. Mais on va dire que voilà, des fois les événements sont là. Ça n'empêche que malgré un désintérêt qui est un désintérêt aussi qui est croissant par la dépolitisation d'une partie de la population, le président ou la présidente qui sera élu restera légitime au niveau des institutions. Donc, encore une fois, il y a d'autres élections, comme les élections législatives, où les Français auront encore à se prononcer. Donc, je trouve que malgré le fait que la campagne n'ait pas été géniale, les institutions sont quand même là pour permettre d'encadrer l'expression politique.